Mardi 22 août 2023, mesdames, messieurs, bonsoir. Voici les titres. La ferme écologique d'Enigma à Badja dans la V accueille ce 24 août la première édition du Forum du genre et de l'agriculture paysanne. Un rendez-vous qui réunira les jeunes Togolais amoureux de l'agriculture et de l'environnement. L'opération Un ménage, un robinet est lancée par le gouvernement béninois et la société de services publics Omilaye. Une initiative pour préserver la population de l'intoxication et favoriser l'accès rapide à l'eau potable. Et puis en Afrique du Sud, la pratique de la préparation des animaux morts pour les conserver avec l'apparence de la vie est menacée par une loi britannique interdisant les trophées de chasse. Cette loi n'est pas appréciée par tous et suscite des polémiques. Bienvenue. La première édition du Forum de l'entrepreneuriat du genre et de l'agriculture paysanne au FEGAP débute ce 24 août à Badja, dans la préfecture de l'AV. Un rendez-vous des jeunes ambitieux qui aimeraient embrasser l'agriculture comme profession tout en montrant sa contribution dans l'économie verte. L'initiative vient de l'association Green Ladies Togo. Suivant. Placé sous le thème « Le digital comme moteur de développement agricole et entrepreneurial », la première édition du Forum de l'entrepreneuriat du genre et de l'agriculture paysanne veut faire découvrir le domaine agricole aux jeunes. Il s'agira également de réunir les jeunes soucieux de la protection de l'environnement à apporter leur aide aux communautés rurales face aux défis climatiques. Nous avons remarqué que les jeunes ne sont plus attachés à l'agriculture et ils pensent que c'est pour les illettrés et ceux qui n'ont rien à faire. Et nous voulons les ramener à suivre les directives du chef de l'État cette année, qui n'a aménagé aucun effort à nous fournir des terres, des arbres dans des communes, dans des préfectures, et dans la région maritime. Il faut que nous partagions ces informations autour de la jeunesse, les ramener à travailler, à cultiver la terre pour éradiquer un peu le chômage. Et nous avons programmé comme formation la production des engrais écologiques, et la conservation des semences paysannes et la transformation des produits agroalimentaires. Ce sont ces formations qui vont coiffer notre forum. Le public, c'est la jeunesse. Et si nous parlons de la jeunesse, nous ne se limitons pas autour de 40 ans. Nous avons jusqu'à 45, 50. Ceux qui ont l'idée de devenir agripreneurs, nous voulons les aider avec la formation et les réorienter vers l'agriculture écologique. Nous voulons les dire de quitter l'agriculture chimique, c'est-à-dire l'utilisation des produits chimiques, les herbicides, les intrants chimiques. Nous voulons les aider à abandonner ces pratiques pour retourner vers l'agroécologie qui est même plus bénéfique. La ferme écologique d'Enigma située à Badja, dans la préfecture de l'AV, accueillera ce premier forum. Durant 3 jours, les participants seront formés sur l'agriculture paysanne et organique. Oui, l'idée nous est venue du jour où nous avons su que la terre peut nous donner de quoi manger, de quoi supporter notre famille. Nous avons un jardin de moins de 1200 mètres carrés qui a des spéculations différentes. Nous avons des produits importés, des cultures importées, comme des fenouils, certains piments de variété américaine. Nous avons des tomates d'origine américaine. Nous avons des laitues qui ne se produisent pas trop ici chez nous, que nous avons ramené du Niger, et certains qui sont venus des États-Unis. Nous avons communément appelés des bomas. Nous avons notre boma, la grande morelle ou épinard. Nous avons la corelle à démets. Nous avons la patate douce. Nous avons plein de choses. Vous trouverez dans notre jardin le tournesol. Vous allez trouver un peu de tout, quoi.
Pourquoi on a fait tout cela? C'est pour permettre aux enfants, aux élèves, ceux-là qui ne connaissent pas certaines cultures et qui ne savent pas comment se produisent ces cultures, de pouvoir visiter le jardin et de trouver un peu de tout dans le jardin, poser des questions pour pouvoir découvrir beaucoup de choses. Voilà pourquoi nous avons mis toutes ces spéculations. Le premier jour est réservé à la théorie. Les apprenants vont apprendre comment le sol est constitué, la richesse de ce sol. Quand bien que le gouvernement a donné la richesse du sol du sud au nord, comment est fait notre sol togolais du sud au nord, dans la V, comment est-ce qu'on peut connaître la fertilité du sol. C'est quelque chose de très important dans la vie de chaque paysan. Il faut connaître son sol, la fertilité de son sol. Comment, à partir de notre portable, nous allons connaître la fertilité de chaque sol et comment est constitué ce sol-là. Qu'est-ce qu'il faut produire à tel endroit de son champ, qu'est-ce qu'il ne faut pas produire là. Donc, théoriquement, nous allons apprendre aux apprenants comment connaître tout cela. Mais les jours qui vont suivre, nous ferons beaucoup de pratiques. Nous ferons beaucoup de pratiques pour pouvoir leur apprendre que ce qu'on dit par écrit est aussi réalisable avec la main. L'agriculture écologique ou biologique est une méthode de protection agricole qui vise à respecter les systèmes et cycles naturels, maintenir et améliorer l'état du sol, de l'eau et de l'air, la santé des végétaux et animaux. Cette technique aide à protéger l'environnement en réduisant l'érosion et la dégradation des sols. La taxidermie sud-africaine est menacée par une loi britannique interdisant les trophées de chasse. Cette loi, qui est soutenue par plusieurs organisations de défense des droits des animaux et qui vise à protéger ces animaux sauvages d'une probable extinction, n'est pas saluée par tous. Irène Papadina. Les ouvriers de l'atelier de tannage et de taxidermie de Peter Swart s'affairent à dépiécer des têtes d'impala, à blanchir des os de buffle et à adoucir des peaux de zèbre. L'entreprise de Swart en Afrique du Sud a prospéré pendant des années, mais elle est désormais menacée par une loi britannique parrainée par des défenseurs des animaux. Le commerce légal d'espèces sauvages a été stigmatisé. Il y a une ombre sur nous. Tout ce que nous faisons est illégal et que nous tuons tous les animaux. C'est tellement loin de la vérité. Pourquoi vais-je tuer mon propre marché? Le projet de loi qui interdit l'importation de trophées de chasse pourrait ouvrir la voie à un déluge de législation similaire. La législation britannique qui vise à aider à protéger les animaux en voie de disparition a été approuvée par les législateurs britanniques en mars dernier. Couvrant des milliers d'espèces dont les lions, des rhinocéros et des éléphants, il reflète un changement plus large dans les opinions de la société occidentale sur la chasse dans un contexte de diminution du nombre d'animaux sauvages dans le monde. La chasse aux trophées a longtemps été controversée. Les partisans soutiennent que l'abattage d'un petit nombre d'animaux sélectionnés est généralement âgé et génère des revenus indispensables pour les efforts de conservation et de lutte contre le braconnage. Les entreprises de taxidermie emploient plus de 6 000 personnes en Afrique du Sud. Les partisans de ce métier soutiennent que l'abattage d'un petit nombre d'animaux sélectionnés et généralement âgés génère des revenus pour des efforts de lutte contre le braconnage et soutient les communautés locales. S'ils interdisent ce travail, ça va me coûter cher parce que je ne vais pas réussir à nourrir ma famille. Parce que pour moi et tous ceux qui travaillons ici, nous les travailleurs, nous arrivons à survivre grâce à ce travail. La chasse aux trophées rapporte plus de 340 millions de dollars par an à l'économie du pays selon une étude. Restons en Afrique du Sud, 1500 participants sont attendus du 1er au 4 octobre prochain pour le 5e sommet africain de la mobilité intelligente. Il sera question d'explorer les avancées technologiques, les nouvelles solutions des startups qui combinent l'intelligence artificielle et l'Internet des objets. La province de Gauteng accueillera ce sommet à cause de son réseau ferroviaire et routier suivant. Les spécialistes africains du numérique et du transport se rencontrent à Johannesburg en Afrique du Sud pour le Smarter Mobility Africa Summit.
Ça sera l'occasion pour les élus de faire un plaidoyer en faveur de l'accélération de la mobilité inclusive, écologique et durable sur le continent. Durant 3 jours d'échange, les participants exploreront les avancées technologiques, notamment les nouvelles solutions du start-up qui combinent l'intelligence artificielle et l'Internet des objets. Ce qui permettra d'inspirer les visiteurs et les opérateurs économiques en provenance des pays où la pollution atmosphérique et la fracture numérique sont au plus haut niveau en ce moment. Il s'agit aussi de réduire considérablement les émissions de dioxyde de carbone pour améliorer la qualité de l'air et l'efficacité énergétique. Une mobilité plus intelligente favorise également un accès équitable au transport, contribuant à l'atteinte des objectifs de développement durable ODD, sur la réduction de la pauvreté, à l'amélioration de la santé et du bien-être. Concrètement, les capteurs, les radars, les caméras, les GPS ainsi que d'autres logiciels permettent d'avertir les conducteurs de la localisation et du nombre de places disponibles dans un parking, de guider les piétons en panne de feu de signalisation ou d'accident de la circulation. Autant de facilités qui concourent à la meilleure organisation du trafic et même de la décarbonation des systèmes de transport. La forêt tropicale du sud-ouest du Nigeria subit une exploitation excessive et est menacée par le braconnage. Pour freiner ces phénomènes, les anciens braconniers ont décidé de travailler au service de l'environnement afin de protéger la faune et la flore. Retrouvons Irène Papadina. L'exploitation forestière excessive, l'agriculture intensive et le braconnage menacent la forêt tropicale d'Omo dans le sud-est du Nigeria. Au moins 55 000 hectares, soit plus de 40% de la forêt, ont été enregistrés comme zone de conservation. Ainsi, des anciens braconniers travaillent désormais à la protection des ressources de leur environnement. En fait, je ne savais pas que je deviendrais éco-garde, parce que j'étais chasseur avant. La Nigerian Conservation Foundation m'a simplement appelé pour l'aider à poursuivre un braconnier. Et c'est ainsi que j'ai été recruté. Cet écosystème forestier est présenté par l'UNESCO comme un habitat pour des espèces animales menacées d'extinction, notamment les éléphants d'Afrique. Après sa reconversion, Sondé Obidun, braconnier, regrette son passé de chasseur. J'ai commis beaucoup d'erreurs lorsque j'étais encore chasseur, mais à ce moment-là, j'étais ignorant. En tant que chasseur, il n'y a pas d'animal que je ne puisse tuer. Mais quand je suis devenu éco-garde, j'ai complètement arrêté de chasser parce que j'ai vu des animaux que je n'avais jamais vus de ma vie, comme l'éléphant. Les gardes forestiers se concentrent sur 650 hectares de terres strictement protégées où l'on pense que les éléphants y vivent et constituent une réserve de biosphère désignée par l'UNESCO. Chaque fois que je vois des chasseurs comme moi dans la forêt, je les arrête parce que je leur dis que c'est une réserve pour animaux sauvages et autres, dans laquelle ils ne sont pas censés pénétrer. Je leur dis de se méfier de ce buisson. Nous ne voulons pas qu'un chasseur ou un braconnier y pénètre. Même si le braconnage n'a pas été éradiqué dans la forêt, les gardes forestiers affirment avoir fait des progrès significatifs contre le phénomène. Le gouvernement du Bénin et la société de services publics Omilaye lancent conjointement la campagne promotionnelle Un ménage, un robinet, une initiative pour améliorer l'approvisionnement en eau potable des populations de 8 départements. En moyenne, 20 000 branchements sociaux seront réalisés en zone rurale dans le cadre de cette initiative. Plus de précisions dans ce commentaire. Le gouvernement du Bénin et la société privée Omilaye mettront en œuvre la campagne promotionnelle Un ménage, un robinet sur l'ensemble du territoire béninois. L'opération lancée en juillet dernier vise à réaliser 20 000 branchements sociaux par an pour les ménages à faible revenu sur une période de 4 ans. Omilaye commencera la campagne dans le département de Borgo. La campagne de la société de services publics détenue à Eranov, Vernier, Hydro et Oudouma permettra de soutenir l'ambition du gouvernement béninois
de réaliser 200 000 branchements sociaux d'ici à 2030 pour améliorer l'approvisionnement en eau potable de 9,2 millions de Béninois. Outre la desserte en eau potable, les bénéficiaires diront adieu aux maladies hydriques et la déscolarisation prématurée des filles au profit des tâches domestiques comme la recherche de l'eau. Dans la foulée du lancement de la campagne Un ménage, un robinet, des bassins de 25 litres ont été distribués par la société Milaye aux Fontaines. Avec cette initiative, le gouvernement béninois et la société privée Milaye espèrent un environnement sain et le bien-être des populations. En France, le gouvernement compte accompagner les industriels à la réduction de leur consommation d'eau. Parmi ces consommateurs, 12 industries s'engagent à collaborer avec l'État afin de réduire de 10% les prélèvements en eau du pays. Les explications avec Rafietou Mbérekou. En vue de réduire les prélèvements des plus gros consommateurs d'eau en France, l'État a adopté un plan de financement aux sites industriels. 50 industriels ont été identifiés par le gouvernement, mais pour l'heure, seulement 12 ont répondu favorablement à ce plan proposé par l'État. Ces 12 industriels font partie des premiers de la liste des plus gros consommateurs identifiés. Ils seront accompagnés par le gouvernement pour réduire significativement leur consommation en eau, comme promis lors de la présentation du plan eau en mars dernier. Les ministres de la Transition écologique, de l'Industrie et de la Biodiversité ont visité l'usine de fabrication de plastique PVC Chem1 à Ballan dans l'Ain. Cette usine est l'une des 50 qui collaborent pour la réduction de 10% des prélèvements en eau du pays d'ici 2030. Ce défi sera également relevé par d'autres usines restantes. Selon une source gouvernementale, en France, l'industrie représente 8% des prélèvements et 4% de la consommation en eau du pays. Mais il y a des territoires où l'industrie peut représenter des volumes bien plus conséquents que la moyenne nationale. Le gouvernement facilitera le financement des études, mais aussi la mise en œuvre des solutions. Ceci pour aider les industriels. Les gigantesques glaciers de la Suisse ne vont pas bien. C'est ce qui ressort d'un constat fait par le glaciologue suisse Matthias Huss. La situation est alarmante partout pour les glaciers de la planète. Des actions sont attendues pour éviter leur disparition totale d'ici la fin du siècle. Viva Samana pour le commentaire. Les glaciers suisses fondent à une allure inquiétante et cela constitue un danger pour la région d'Europe centrale. L'alerte est lancée par le glaciologue Matthias Huss qui a publié sur son compte X que les glaciers suisses sont toujours dans les clous pour la deuxième année la plus négative de l'histoire. L'inquiétude sur la fonte des glaces est d'autant plus grande à cause d'une nouvelle vague de chaleur qui est en cours. Ces chaleurs, qui sont le principal facteur de l'effondrement des glaces, interviennent alors que tous les glaciers sont nettement en dessous de la moyenne des 10 dernières années. Néanmoins, cette fonte ne devrait pas atteindre le record des effondrements enregistrés l'année dernière. En effet, la Suisse avait connu une fonte des glaciers de 6% en 2022 suite à une saison d'été particulièrement chaude suivie d'un hiver très sec. Ce niveau n'est pas encore atteint actuellement, mais les scientifiques de la commission d'experts réseau de mesures cryosphère de l'Académie suisse des sciences naturelles considèrent déjà une fonte glaciale de 2% comme extrême. Les glaciers suisses ne sont pas les seuls à connaître cette fonte rapide et accélérée. L'ensemble des glaciers du monde subit cette situation due grandement au changement climatique d'après l'Organisation météorologique mondiale. Le glaciologue suisse Matthias Huss estime que les glaciers suisses n'existeraient quasiment plus d'ici la fin du siècle si aucune action n'est menée pour freiner le réchauffement de la planète. Au Vietnam, le sort de 2 éléphantes enchaînées depuis plus de 10 ans dans un enclos de zoo d'Hanoi alerte les locaux et les associations de l'environnement. Les organisations de protection des animaux touchées par le triste quotidien de ces animaux demandent leur libération. Le point avec Rafietou Mbérekou. Au Vietnam, 2 éléphantes âgés respectivement de 60 à 70 ans sont enchaînés dans un enclos du zoo danois depuis 10 ans. Du nom de Thai et Banang, le sort de ces 2 éléphantes émeut et scandalise le pays. En effet, ces éléphantes vivent enchaînées dans un minuscule enclos entouré de fils électriques. Les organisations de défense des animaux touchés par le triste quotidien de ces éléphantes demandent leur remise en liberté dans un parc naturel.
Cette pétition lancée en ligne par les associations a occasionné près de 70 000 signatures. Malgré cela, les éléphantes sont toujours restés enchaînés dans leur enclos et nourris d'herbes et de canne à sucre par les gardiens du zoo. Le directeur du zoo estime que le transfert de ces animaux est illogique. Les éléphantes sont dans notre zoo depuis plus de 10 ans, a-t-il affirmé à des médias d'État. Elles mourraient si elles devraient être relâchées dans la nature car elles ne sont pas capables de trouver elles-mêmes leur nourriture ou de se protéger. Selon un employé anonyme du zoo, les éléphants peuvent être des animaux féroces. Avec une clôture électrique cassée, on est obligé de les enchaîner. Les militants d'Animal Asia, n'ayant pas totalement convaincus de cette déclaration, ont adressé une lettre aux autorités danoises pour demander le transfert de ces éléphantes dans la jungle du parc national Yokdon. Selon les associations de protection de l'environnement, la population d'éléphants sauvages au Vietnam a chuté, passant d'environ 2000 en 1980 à une centaine en 2022. Le nombre d'éléphants domestiques a également chuté de 600 à 165 aujourd'hui. Les forêts boréales disparaissent peu à peu dans la province canadienne du Québec. Des espaces autrefois recouverts de plusieurs espèces végétales sont désormais réduits à des plaines aux allures lunaires, principalement à cause des exploitations minières. Le gouvernement de la région doit s'y atteler pour restaurer cet espace et lui redonner sa végétation datant. Les explications avec Vivace Amana. Autrefois couvertes d'une forte densité végétale, les forêts boréales de la province du Québec au Canada se présentent aujourd'hui comme des plaines aux allures lunaires. Cette situation est fortement causée par l'exploitation minière dans la région. En effet, l'on peut voir un sol gris et visqueux qui ressemble à de la gomme mâchée. Ce site qui cumulait des déchets d'une ancienne mine continue de récupérer des résidus d'une autre mine d'or à l'aide d'un pipeline. Ce site est incompatible avec la vie d'après Rodrigue Turgeon, un jeune militant dans la lutte pour la protection de l'environnement au Canada. Il n'y a plus de grands arbres, ni de grands sapins et d'épinettes sur cet espace qui abritait les forêts boréales. Les caribous qui étaient également présents dans cet environnement ont disparu. Adrienne Jérôme, responsable des ressources naturelles, trouve que les résidus miniers laissés à l'abandon ont des conséquences sur la faune et la flore du territoire. Le ministère canadien des ressources naturelles indique avoir entamé des travaux de restauration, mais les défenseurs de l'environnement trouvent insuffisants les efforts des autorités. Rodrigue Turgeon pense que cela ne pourra pas fonctionner avec le système actuel. Selon cet avocat, le ministère des Ressources naturelles est chargé de la restauration des sites miniers alors qu'il est aussi chargé de la promotion du secteur minier. Ainsi, il souhaiterait le transfert des dossiers de restauration au ministère de l'Environnement pour une réussite des travaux de restauration de la forêt boréale. Basigo, la start-up de mobilité basée à Nairobi au Kenya, mettra un modèle de bus électrique en circulation. L'engin baptisé E9 Kubwa peut transporter jusqu'à 36 passagers assis et 18 debout avec une autonomie journalière de 400 km sans recharge. Ce nouveau modèle devrait contribuer davantage à la réduction du trafic routier. Regardez. Après le succès du bus électrique K6 de 25 places, la start-up Basigo passe à la vitesse supérieure au Kenya en annonçant le E9 Kubwa, un nouveau modèle de bus électrique. Ce qui fait la particularité de cet autobus, c'est le confort et la technologie. Haut de gamme avec des sièges en cuir, le Wi-Fi, des points de charge USB et des caméras de visiosurveillance, de quoi convaincre les opérateurs de véhicules de transport public de la capitale kenyane. Ces derniers sont de plus en plus fascinés par les modes de transport peu polluants et dont l'acquisition est facilitée par le modèle Pay-as-you Drive. À en croire l'équipe d'ingénieurs, chaque E9 Kubwa permet d'économiser la consommation annuelle de diesel d'environ 20 000 litres et de réduire les émissions de dioxyde de carbone de 50 tonnes par an. En effet, Basigo mise sur le potentiel du Kenya en matière d'énergie renouvelable, notamment le solaire, pour alimenter les véhicules électriques. En attendant les retombées de la phase pilote en cours dans les quartiers de Nairobi, l'exploitation commerciale de ces autobus électriques est prévue pour cette année 2023. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité sur votre chaîne environnementale Green TV International.